Je vous invite, chers intervenants, je vous propose d'accueillir Emmanuelle Bonal, qui est directrice générale de Inbonis Ratings, qui est une agence de notation. On l'applaudit, des entreprises. On applaudit aussi Nicolas Lapère, qui est directeur relations investisseurs et entreprises chez Généo Capital Investisseurs. Anaïs Gros de BPI France, puisque cette table est montée en partenariat avec BPI. Bonjour Anaïs. Vous êtes coordinatrice du plan climat pour BPI, je vous en prie. Prenez votre place. Et puis on a aussi avec nous, Louis Dupuis, qui nous vient de l'APESA. On parlait tout à l'heure éco-conception, ACV, c'est des domaines que l'APESA aussi connaît très très bien. APESA basé historiquement sur Pau, qui accompagne le tissu aussi industriel sur ces sujets de transition écologique, un centre technologique d'accompagnement. Mais Louis, vous êtes plus particulièrement en charge du sujet de recherche sur l'économie de la soutenabilité. Et ça en passe aussi par des questions financières et comptables dans les entreprises. Donc vous l'avez compris, un sujet qui est à la fois plus technique, mais complètement essentiel sur la capacité finalement dont les entreprises vont aussi pouvoir démontrer ce qu'elles font, l'engager, et que peut-être ça va être un vrai sujet pour les entreprises. Emmanuel, je vous propose qu'on commence ensemble. Prenez un micro. Vous allez nous redire ce que fait Inbonis Ratings. Alors je pense qu'il y a quelques entreprises dans la salle, et notamment des ETI qui vous connaissent déjà. Vous êtes déjà venu sur Neo Business, où justement on parlait du rôle des plateformes pour rentrer sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous redire à quel point ce sujet du reporting écologique il commence à rentrer, y compris pour vous, agence de notation? Oui, tout à fait. Merci Antoine, merci de nous accueillir. Ravi d'être parmi vous encore aujourd'hui. Donc Inbonis Rating est une agence de notation de crédit, et ça, à la base, donc agréée par l'autorité européenne des marchés financiers, et avec une spécificité dans cette industrie, puisqu'on s'adresse uniquement à des PME et des ETI. On en est venu effectivement, et nous, de nature, nous avons intégré très tôt certains aspects extra-financiers dans nos notations financières. Pourquoi ? Parce que quand on s'adresse à des PME et des ETI, il y a un élément qui est fondamental, c'est la gouvernance. Beaucoup de choses reposent sur la gouvernance dans la notation de crédit. Et la notation ESG est du coup venue par la suite et a été poussée par le marché, parce que effectivement les investisseurs, maintenant les banques, et je pense qu'il y a certains de mes intervenants qui appuieront sur ce sujet, regardent de plus en plus des critères extra-financiers. Alors si on regarde l'aspect réglementaire, on se dit la DPEF, ça ne concerne pas les PME, ça ne concerne pas les ETI non plus. Alors pourquoi être revenu sur l'extra-financier ? Tout simplement parce que demain arrive la CSRD. La CSRD, à première vue, non plus. Ce n'est pas les PME, sauf les PME cotées. On peut le repréciser, ce qu'on entend par CSRD, derrière ce terme CSRD. C'est finalement une obligation. C'est une obligation de reporting extra-financier, effectivement, qui va concerner beaucoup plus d'entreprises que précédemment, puisque ça va être progressivement toutes les entreprises qui vont faire plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et les PME cotées. Mais attention, parce que ce reporting va amener les entreprises à devoir reporter sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc en d'autres termes, une PME qui va avoir du business avec un grand compte, de fait, elle va être amenée à avoir un reporting extra-financier et à reporter auprès de ces grands comptes. Je vous rappelle également que les banques sont des grandes entreprises et que les banques doivent aussi reporter sur leurs clients. Donc ça veut dire aussi que pour accéder au financement, les banques devront avoir la connaissance sur ces clients-là. Donc, elles devront être en mesure d'avoir des informations sur les PME qu'elles vont financer. Ça me permet de passer la parole à Nicolas Lapère, donc aujourd'hui chez Généo Capital Entrepreneur, auparavant chez Arkea il y a encore quelques mois. Ce qu'évoque Emmanuel sur justement cette obligation, cette accélération sur le fait de prendre conscience qu'il va falloir à un moment donné justifier, reporter de ce sujet, c'est un sujet à la fois pour les banques et pour des entreprises comme Généo. Bonjour à tous, c'est un vrai sujet. Clairement, aujourd'hui, moi je suis convaincu que les entreprises demain qui n'auront pas une politique ESG établie avec un reporting clair, elles n'auront plus d'argent.
C'est un peu brutal, mais si c'est la réalité. C'est vraiment la voie en fait, vers laquelle ça va aujourd'hui. Je parle pour mon ancienne maison, Arkea, j'étais encore même quelques jours. Je participais au comité, j'étais membre du comité, membre des gens qui portaient la stratégie de la banque, qui la fabriquaient. Cette année, chez Arkea, ils étaient à 30% de leur investissement qui sont fléchés sur des investissements ESG. 30% de ce qu'on prête doit être à destination de l'ESG. 2024, c'est 50%. Chez Généo, donc là où je suis aujourd'hui, si la société en fait n'a pas une trajectoire claire établie avec des objectifs, on les aide à ça, et les banques aussi aident à ça, on en reparlera je pense. Même pas au regard de le dossier en fait. Aujourd'hui, il y a encore, enfin, Emmanuel peut aussi en parler je pense, mais il y a peu de fonds d'investissement ou de sociétés d'investissement qui vont investir aujourd'hui dans une boîte qui n'a pas une trajectoire ESG établie ou en cours de construction. Et pour les banques, ça va être un vrai sujet. Aujourd'hui, enfin, j'ai refusé des dossiers en comité, des boîtes françaises, super business, franchement, les EBITDA, pour ceux qui aiment bien les chiffres, tout ça, top. Belle EBITDA, belle rentabilité. Importation de Chine, fabrication pas en France, CO2 élevé, refus. Donc tout ce qui n'était pas engagement autour des thématiques qu'on a évoquées avant, d'une certaine manière, contribuait à fermer la discussion. C'est vraiment, en l'entendant comme ça, c'est vraiment quelque chose, on a presque du mal à y croire. Moi je suis convaincu qu'il faut que les boîtes passent à ça, mais on a presque du mal à y croire que ce virage est pris réellement concrètement. Donc je trouve que c'est extrêmement fort comme témoignage, parce qu'on a un peu l'impression qu'on vit avec le fait que non, en fait, pour l'instant, pas totalement. Il y a en effet les sujets réglementaires qui vont arriver ou l'impact finalement du donneur d'ordre sur les fournisseurs, mais on n'a pas totalement l'impression que c'est encore quelque chose de tout à fait tangible ou tout à fait acquis. Comme si à une époque on disait la disruption numérique allait mettre l'entreprise par terre le lendemain, c'était peut-être pas si évident. Là, ça a l'air d'être extrêmement franc. Je pense que toutes les banques ne sont pas au même niveau. Arkea est très engagé sur les sujets ESG, donc un peu en avance, je pense. Je crois que la Banque Postale aussi, comme ça, BPI est très aussi sur ces sujets-là. Mais donc peut-être pas tous au même niveau, mais clairement on va vers là. Et la CSRD va aider, et Emmanuel le disait, mais voilà, aujourd'hui, ne pas se poser de la question de l'ESG, et là on ne parle même pas en fait de savoir si l'entreprise est ESG. C'est pas ça le sujet. Moi je connais énormément de patrons de boîtes qui sont très ESG dans tout ce qu'ils font au quotidien. C'est avant tout de l'humain, de la prise de conscience, et il y en a plein qui sont vraiment au top sur ces sujets-là. Par contre, en termes de reporting, et quand on voit ce qui arrive avec la CSRD, je vous promets que ça va être d'une pénibilité, mais hors norme. La CSRD, quand on regarde, ils sont allés chercher 1000 questions, il faut répondre. Ils sont là en ce moment, ça va évoluer, j'espère. Mais sur 12 thèmes, 1000 questions, en fait, pour toutes les boîtes. Okay. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ça va être un choc. Ça va être lourd. Bon, CSRD, on parle plutôt pour les ETI pour l'instant. Oui, ça c'est 2025 pour les ETI, ouais. Mais toutes les parties prenantes, comme l'expliquait Emmanuel, en fait, qui travaillent avec des ETI ou des grands comptes, vont devoir montrer patte blanche. Comme les ETI vont être aussi responsables en fait, de leur chaîne de valeur, ouais. Elles vont n'avoir que des fournisseurs où on va regarder leurs clients aussi en fonction de ça. Anaïs, côté BPI France, justement, sur cette vue et ce lien entre le plan climat chez BPI France et, d'une certaine manière, cette appréhension des sujets à risque dans les entreprises. Qu'est-ce que vous rejoignez les propos? Alors, nous, chez BPI France, on a décidé, c'est vrai, d'avoir vraiment un plan climat. Donc, on est plutôt sur le E du S et du G, partant du postulat que c'était le côté environnemental qui engendrait le plus de CAPEX à financer aussi, et que c'était là-dessus que les entreprises avaient peut-être besoin de plus d'accompagnement. Donc si on s'attache un petit peu avec ce spectre-là environnemental, effectivement, nous, on part du principe qu'aujourd'hui, il y a plus de risques pour une entreprise à rester finalement passive plutôt qu'à rentrer en action. Donc notre objectif, c'est d'embarquer toutes les entreprises. C'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs dispositifs pour leur dire, allez-y, mettez-vous en marche, parce que justement, aujourd'hui, vous n'êtes pas des obligés, vous n'avez pas l'obligation de créer ces rapports, mais de plus en plus dans vos appels d'offres, on va vous demander la façon, est-ce que vous avez mis en place votre trajectoire de décarbonation, qu'est-ce que vous faites? Et aujourd'hui, c'est vrai à date que on a beaucoup de PME ETI qui nous disent
honnêtement, là, on remplit un petit peu cet appel d'offres et ce volet RSE, mais on n'a pas vraiment de choses qui sont posées. Et du coup, nous, notre rôle du côté de BPI France, c'est de se dire il faut qu'on embarque avec des dispositifs et surtout, il faut effectivement qu'on cartographie la maturité climat de chaque financement et chaque entreprise qu'on accompagne. Donc pour ça, depuis début d'année 2023, et ça avait démarré déjà un petit peu l'année dernière, et là ça y est, sur tous les financements qu'on effectue, on passe 1 heure avec le dirigeant d'entreprise sur le sujet maturité climat. Et donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des questionnaires sectoriels qu'on a construits, et en fait c'est un échange pour comprendre, 1, les indicateurs qui sont mis en place dans les entreprises, s'il y a des objectifs, 2, les actions, et 3, prendre un peu de hauteur sur le modèle d'affaires, la transformation et les opportunités à saisir éventuellement pour générer du chiffre d'affaires, parce que qui dit transition énergétique et environnementale dit aussi opportunité. Donc on a vraiment cette démarche. Pour l'instant, on est plutôt dans la pédagogie. L'idée, c'est d'embarquer. On veut que toutes les entreprises en fait, de PME, ETI, aient une trajectoire, la construisent. Donc on continue de les accompagner, mais on accompagne celles qui bougent et qui se mettent en mouvement. Les coqs verts. Voilà, exactement. Et nos dirigeants qui s'engagent. Donc c'est vraiment l'objectif pour l'instant. On est dans cette pédagogie et dans ce dynamisme. Et l'idée, c'est de dire allons-y ensemble. C'est vrai que c'est un challenge, tous ces sujets. Mais c'est à la hauteur des PME ETI. Puis il y a beaucoup de dispositifs, donc il faut les utiliser. Mais le niveau de conscience chez les chefs d'entreprise, et pour vous, il en est où? Parce que là, le message sonne comme une franche alerte. Alors, au niveau de la maturité des entreprises, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Néanmoins, ce qu'on a vu, on a fait 2 études, une en 2020, une en 2023. Du notamment. BPI Le Lab, c'est ça? Exactement, oui. L'étude de BPI France Le Lab, où on interroge en fait 400 entreprises. Donc en 2020, en 2023, elles ont été interrogées pour comprendre qu'est-ce qu'elles font pour la transition énergétique et environnementale, leur niveau de conscience, quels sont les freins et les leviers pour passer à l'action. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la question, est-ce que vous prenez en compte ces sujets environnementaux dans votre stratégie d'entreprise? On avait 30% de dirigeants qui nous disaient oui en 2020 et on est passé à 67% en 2023. D'accord. Donc ça, c'est un super signal. On voit qu'il y a plein de dirigeants qui ont mis en place des petites actions, des quick wins, des choses un peu basiques, mais qui sont positives, sur l'énergie notamment. Voilà. En revanche, sur les dirigeants qui sont vraiment passés à l'action, sur la réflexion de leur modèle d'affaires, sur de la création de valeur, en saisissant des opportunités, en bougeant leur modèle d'affaires, sur le sujet des achats responsables, sur le sujet de l'éco-conception, là, on est plutôt autour encore de 20-30%. Est-ce qu'on n'est pas à un moment là, dans la courbe de hype à quelque chose qui ressemble un peu à la période où on était sur les sujets de transformation numérique des entreprises et où finalement on allait plutôt chercher le sujet du numérique par le RP, par des sujets informatiques, par le sujet de l'entrée du DSI, alors que finalement le numérique venait questionner globalement toute la boîte. Et c'est vrai qu'au début c'était compliqué. Je ne sais pas si on parle des débuts des années 2010 par exemple, 2010-2012, c'était compliqué pour le monde, y compris industriel, de questionner avec le numérique l'ensemble du modèle. Est-ce qu'on est à un moment qui est un peu similaire, même si évidemment l'impact global est beaucoup plus fort sur les sujets environnementaux? Ça peut être en effet comparable. Après, c'est vrai que le palier pour le coup entre je fais plein de petites actions et par contre j'engage vraiment une stratégie décarbonée, construite, qui n'est pas parallèle à ma stratégie d'entreprise, mais qui est fusionnée avec ma stratégie d'entreprise, là c'est quand même un autre cap qui est une belle marche à gravir, mais on est peut-être à ce niveau-là. Question qui n'était pas prévue, mais si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Est-ce que vous notez que dans des entreprises qui sont peut-être en effet labellisées Bicorp, qui sont engagées sur un certain nombre de labels, qui sont des entreprises à mission, c'est quelque chose où évidemment, je dis évidemment, mais c'est pas sûr dans les chiffres, où c'est plus franc et marqué? À partir du moment où elles sont labellisées, elles ont forcément fait une démarche en posant des indicateurs, elles ont forcément en interne, elles se sont structurées tout simplement avec des groupes de travail, des personnes qui réfléchissent, elles ont brainstormé là-dessus, donc forcément elles sont plus armées. Après, on a aussi des PME qui finalement se sont structurées, ont fait plein de choses et au contraire ne l'ont pas fait valoriser. Oui. Donc on a un peu les deux cas de figure. Et les labels, ça dépend ce qu'on en fait aussi derrière. C'est-à-dire que c'est très bien d'être labellisé, mais si derrière ça ne vit pas, s'il n'y a pas une vraie stratégie, s'il n'y a pas des objectifs court terme, moyen terme, etc., ça peut rester toujours avec ce plafond de verre de est-ce que je switch vraiment et est-ce que je saisis les opportunités qui sont face à moi.
Merci. Peut-être que Louis, vous observez ça dans les entreprises. Hein. Alors, il y a des entreprises, je crois que vous avez Adam qui était avec nous tout à l'heure, Jean-Charles Rine fait partie des entreprises que vous avez accompagnées, mais vous en accompagnez bien d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Et sur vos compétences spécifiques aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus mobilisé, justement, dans une approche un peu globale, quoi? Alors justement, peut-être en introduction, expliciter un petit peu ce doublement matériel, puisque tu avais l'air de penser que ce n'était pas forcément très clair. Je pense que tout le monde dans la salle a entendu parler de cette question de la double matérialité qui a fait le cœur des discussions autour de la mise en œuvre de la CSRD. Bon, voilà, la double matérialité, c'est le fait de considérer à la fois les conséquences d'une évolution de l'environnement sur le modèle d'affaires de l'entreprise, ce qui amène des questions sur la notion de risque et de risque matériel, justement, et ses conséquences financières. Mais surtout, de considérer que l'entreprise et le système économique dans son ensemble ont un impact avéré et prégnant sur les systèmes qui soutiennent l'habitabilité de la Terre. Voilà. Je prends des mots un peu grands, ça peut sembler très très aérien, mais ce débat il est très concret. En fait, on a l'impression que c'est un peu ésotérique. Hein. Emmanuel Faber dit qu'on n'a besoin que d'une matérialité, Alexandre Rambaud n'est pas d'accord. Bon, voilà. Ok. Concrètement, tous les éléments, on a parlé des questions de ressources un peu plus tôt, on a parlé de l'eau, nous font très sérieusement douter de la capacité des écosystèmes qui rendent un certain nombre de services qui sous-tendent la totalité des activités économiques à continuer à le faire à mesure constante d'évolution du système économique. Et ce qui est extrêmement difficile à comprendre, c'est que le système peut connaître des points de rupture, des points de bascule. Vous avez probablement entendu parler de ces fameux tipping points qui sont un peu partout. Et du coup, on est assez désarmé à anticiper le moment où il va y avoir une altération du système qui va générer un certain nombre d'évolutions, qui vont se transformer en risques et qui peuvent entraîner un certain nombre d'entreprises, pour parler de cette conséquence-là, dans un état d'insoutenabilité du modèle d'affaires. Je dis ça parce que je travaille aussi dans le secteur de l'assurance, et ceux d'entre vous qui connaissent un peu ce secteur savent qu'il y a d'énormes soucis par rapport à l'assurabilité d'un certain nombre de risques, et sans assurance, il n'y a pas d'activité économique. Il y a un certain nombre d'états de discussions en cours sur l'assurance agricole, sur l'assurance forestière, parce que ce sont les conséquences les plus visibles. Mais aussi demain sur des processus qui ne seront peut-être plus assurables parce qu'ils n'auront pas géré un certain nombre de risques liés à leur modèle d'affaires. Donc derrière ce débat de la double matérialité, moi je pense qu'il faut vraiment le voir comme la prise de conscience qu'on attend de toutes les entreprises, que ne pas gérer ces impacts, c'est accepter d'assumer un certain nombre de risques et de devoir les assumer seuls. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ne seront pas en capacité de le faire. Il faut vraiment considérer que c'est un peu le dernier avertissement, c'est le mauvais mot parce que je ne le prends vraiment pas comme une sanction, mais la dernière chance de se saisir de ces éléments-là avant qu'une crise quelconque, géopolitique, énergétique, d'accès à l'eau, etc., mette des pans entiers du système économique qui ne se sont pas préparés à la possibilité de cette occurrence par terre, sans qu'on ait véritablement de levier d'action pour les mettre en œuvre. Donc je pense que la double matérialité, pour moi, c'est vraiment ce changement d'état d'esprit, cette évolution dans la raison d'être d'un certain nombre d'entreprises qui est appelée par l'Europe pour pouvoir véritablement préparer notre économie aux 30 ans qui nous amènent jusqu'à 2050. Voilà, c'était un peu global, mais c'est vraiment important parce que derrière, quand on va avoir une entreprise, c'est cette prise de conscience-là qu'on essaie d'accompagner. Soit parce que le chef d'entreprise ou ses salariés l'ont déjà, soit parce que voilà, on lui amène des éléments qui peuvent l'accompagner là-dedans. Et on voit déjà des entreprises effectivement qui se sont engagées dans ce chemin-là. Jean-Charles Rine aurait effectivement pu parler de tout ce que fait Adam, qui est effectivement assez exemplaire de ce point de vue-là, mais d'autres acteurs qui se demandent comment remettre leur modèle d'affaires dans les limites planétaires, qui redéveloppent des systèmes locaux. Et la réglementation est effectivement un levier, mais je pense très honnêtement qu'on est au-delà d'une mesure de conformité réglementaire. Voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais communiquer aujourd'hui.
La question, c'est soit on s'adapte, soit il y a des pans entiers du système qui vont tomber. Et je finirai juste sur quelque chose sur les risques, parce que j'en reparlais dans un colloque de l'ADEME hier que je trouve assez important. Alors, risque naturel, risque de conformité réglementaire, mais demain, risque juridique. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui étudient très sérieusement le caractère potentiellement fictif en comptabilité de bénéfices générés par des entreprises qui auront utilisé des actifs fossiles non compatibles avec l'accord de Paris pour arriver à ce niveau de profit. Une sanction des acteurs financiers dans un premier temps, demain une sanction devant les tribunaux. Et ça, c'est une réalité immédiate. Emmanuel, merci Louis. Est-ce que c'est quelque chose qui s'observe aussi, parce que là on est sur un discours français, le CSRD c'est en Europe, mais je sais que Inbonis aussi fait de la notation, pas qu'en France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Vous avez aussi des plateformes justement de DIA que vous développez dans d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez au même rythme, j'allais dire, sur les pays autres que la France ? Alors, au même rythme, pas forcément en France, on est quand même très avancé sur le reporting extra-financier, mais effectivement, tous les pays européens, pour le coup, s'y engagent parce qu'il y a une volonté européenne d'aller dans ce sens-là. Et effectivement, nous, ce qu'on a pu observer au travers d'observatoires également que l'on fait sur les PME de croissance et sur les ETI, et ça rejoint tout à fait ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 2 chefs d'entreprise sur 3 qui sont conscients en fait, des leviers que ça peut apporter, de la nécessité d'avancer sur ces sujets-là et d'avoir une véritable stratégie et qui voient plutôt ça comme quelque chose d'opportun. En revanche, quand on va dans le formalisme et dans le reporting, on n'est plus qu'à une ETI sur 2, déjà, qui fait du reporting extra-financier, alors que effectivement, les normes arrivent très rapidement et demain. Et ensuite, quand on est vraiment dans un plan d'action stratégique, alors là, on est encore très loin. Effectivement, nous, on a un panel qui est moins large, effectivement, que le panel de BPI, et puis on regarde autant l'environnement, le social et la gouvernance, mais nous, on est effectivement plutôt aux alentours de 17% sur les entreprises notées qui ont un véritable plan stratégique. Donc effectivement, chez Inbonis, on a pris le parti, comme pour BPI, d'aller dans l'engagement des entreprises et de leur montrer cette première étape-là, donc sur les 3 items ESG. On a effectivement développé une plateforme qui s'appelle ESG Coach, et donc donc tous nos clients qui passent au tamis de la notation de crédit passent également au tamis d'ESG Coach. Et en fait, ESG Coach a pour objectif de montrer le lien entre la notation de crédit et la notation ESG, et surtout les risques qu'encourent les dirigeants si jamais ils ne s'engagent pas dans cette dynamique extra-financière. Donc l'impact que ça va avoir sur la valorisation de leur entreprise, sur le coût du financement, parce que je rappelle que derrière une notation de crédit, il y a une probabilité de défaut. Derrière une probabilité de défaut, il y a un coût de financement. Donc c'est facile pour une agence de notation de dire si vous ne pivotez pas ces risques-là, voilà, vous perdez tant de notches de crédit. Et du coup, tant de notches de crédit, ça représente X% de spread de taux. Et dans le contexte actuel où les spreads de taux sont remontés, ça peut vite faire la différence. Et enfin, le dernier indicateur qu'on va regarder, en fonction du secteur d'activité aussi, c'est quel est le pourcentage de chiffre d'affaires de l'entreprise qui est en risque si elle ne pilote pas ces engagements-là. Donc, du coup, c'est assez fort. Et ça montre ces impacts-là à court, à moyen et long terme. Doublement risqué en fait. Derrière doublement matériel, il y a doublement risqué. Peut-être pour qu'on aille vers la conclusion de cette table aussi, Anaïs et Nicolas, peut-être à la fois sur cette dimension justement bancaire, pour aussi envoyer un message. En effet, Anaïs évoquait tout à l'heure d'un certain nombre de solutions qui existent pour être aussi accompagnées et suivies sur ces angles-là. Donc au-delà d'inviter les gens évidemment demain à prendre des rendez-vous, mais quel serait votre message justement pour les inviter à être proactifs? Je te laisserai le mot de la fin. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, il y a plein de solutions en fait pour aider les entreprises à mettre le pied à l'étrier. Je pense qu'aujourd'hui, quasiment toutes les banques ont une offre ESG qui va inclure dedans en fait des KPI ESG.
Toutes les sociétés ou les fonds d'investissement aujourd'hui ont des experts ESG pour accompagner les boîtes, plus ou moins en fonction des fonds, mais voilà, pour accompagner les boîtes vers cette transition. Clairement, ça s'est généralisé. Il y a des choses qui se font au niveau de la région, il y a des gens qui aident aussi. Voilà. BPI, il y a des choses qui se font aussi. Aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de choses. Voilà, la notation, bien entendu, parce qu'il y a de notation financière, mais aussi extra-financière, qui va donner en gros aujourd'hui tous les KPI qu'on peut regarder de façon sectorielle ou de façon globale. Mais je pense que la plupart des entreprises ne pourront pas se passer en fait aussi de cabinets de conseil parce que ça va être compliqué. Enfin, voilà, même si c'est utile, si on s'y prend au dernier moment, ça va être très compliqué. Si on s'y prend maintenant et qu'on remet en place une stratégie globale, comme l'expliquait tout à l'heure, en fait, où il ne faut pas voir d'un côté en fait une croissance économique et de l'autre côté en fait se dire en même temps que j'ai la réglementation, le CSRD, le ESG, il faut faire les reporting. Non, là, je pense qu'en fait c'est pas comme ça tout à fait qu'il faut le prendre. Il faut vraiment le mettre dans une stratégie globale de l'entreprise et comment intégrer en fait l'ESG au cœur de la stratégie. Et je ne sais plus lequel de vous avait commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais aujourd'hui, ça doit être porté par le dirigeant. Nous, on le voit beaucoup, en fait. Si le dirigeant de la boîte, en fait, ne porte pas cette stratégie-là, ça ne va pas au bout. Ce n'est pas parce qu'on va nommer, en fait, un responsable ESG dans la boîte en disant c'est bon, il va faire le reporting. OK. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est le dirigeant qui doit porter ce sujet-là et le mettre au cœur de la stratégie. Et c'est d'ailleurs aussi un très bon moment pour souvent les dirigeants qui ont un peu le nez dans le guidon de se poser sur leur stratégie et de remettre en fait en question la stratégie de la boîte en tenant justement compte de ce court moyen terme par rapport à l'ESG et voir on va où dans 1 an, dans 5 ans et dans 15 ans. Quoi. Voilà, donc c'est aussi, je trouve, un très bon moyen pour se poser sur la stratégie de sa boîte. Ok. Anaïs, peut-être un mot de la fin ? En termes de message, ce que j'aimerais dire, c'est lancez-vous, n'attendez pas. Il y a plein de dispositifs. Aujourd'hui, on est dans l'incitation financière pour les PME et ETI qui ne sont pas obligés de le faire. Donc vraiment, faites-le, lancez-vous. Si vous partez d'une feuille blanche, c'est pas grave. Choisissez un seul volet, environnemental, social, gouvernance, peu importe. Il faut bien commencer par quelque chose. Tout mener de front en même temps, c'est pas possible. Et surtout, entourez-vous. Restez pas seul, motivez-vous entre pairs. Et pour ça, il y a plein de choses qui existent du côté de BPI France ou autres, côté région, etc. Mais plein de dispositifs où justement vous avez des experts qui viennent vous aider à prendre de la hauteur sur vous et sur l'entreprise pour justement travailler sur ces sujets, notamment sur le sujet environnemental. Commencez par faire un bilan carbone, commencez par faire une ACV pour un produit, pour un service, peu importe. Mais le fait de démarrer, vous ne serez pas les derniers et surtout, vous avez plein de choses à saisir, des opportunités déjà pour vous en interne, de motiver aussi les salariés sur d'autres sujets, d'avoir des modèles vertueux sur le recrutement. On voit que c'est quand même des choses qui attirent aussi des talents, c'est les entreprises qui s'engagent. Vous vous démarquez par rapport à vos concurrents et surtout, vous n'êtes pas les derniers à le faire et vous ne manquez pas des appels d'offres parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est peut-être pas le sujet principal qui est regardé. Il y aura toujours le sujet prix et économique qui rentrera en jeu dans les appels d'offres, c'est évident. Mais demain, entre deux offres concurrentes, entre une entreprise qui s'est engagée, qui a démontré qu'il y a une trajectoire, qui formalise quelque chose et une qui ne fait rien, malheureusement, on risque d'avoir des différences. Donc vraiment, le message, lancez-vous. Il y a plein d'opportunités à saisir et plein de possibilités d'accompagnement. Merci beaucoup à tous. Merci pour ces discours. Et on finit par une note en effet qui est que de toute façon, il y a des solutions. Il y a beaucoup de gens qui sont présents sur ce salon qui vous le permettront. Certains d'entre vous viennent qu'aux conférences et pas forcément au salon demain, mais sachez que la plateforme reste ouverte après le salon et sera ouverte pour justement avoir accès à tous les participants et aux 3000 contacts qu'on a dorénavant qui sont concernés par ces sujets-là. Donc merci à vous pour ce signal avec cette appréhension un peu en mode avertissement, mais aussi en mode tout à fait optimiste sur le fait que cette transition heureuse, évidemment, si on la souhaite, on peut s'y engager. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. On va enchaîner, on les applaudit en effet.